Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la transition IFRS pour les ETI. Je vais commencer par les petites questions pratiques. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous voyez le support que je vais projeter? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Bon, je suppose que... Bonjour. Eh bien, merci Anne pour votre réponse. Alors, je vais parler un petit peu des aspects pratiques. Donc, je vais vous faire la présentation et je vous propose bien, de laisser défiler la présentation, mais au fur et à mesure de poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin. Donc, je suis accompagnée d'une collaboratrice, Sabine, qui va mettre en favori les questions qui pourraient être importantes pour vous et j'y répondrai à la fin. Donc, je me présente Valérie Keller, je suis responsable de la mise en place, en application des normes de consolidation dans notre outil de consolidation, puisque nous sommes, entre autres, un éditeur de logiciels de consolidation. Mais je suis également enseignant depuis plus de 15 ans dans des universités et écoles supérieures en normes IFRS et en consolidation, donc à l'université Paris Est, à Paris Dauphine, à l'ESCP, à l'ESSEC. Donc j'allie les deux, sachant que c'est très complémentaire. Donc le sommaire va être le suivant. Donc on va voir ensemble quelles sont les opportunités pour une ETI d'adopter le référentiel IFRS pour l'établissement de ses comptes consolidés. Quelles sont les divergences principales? Parce que du coup, j'ai une demi-heure, donc je ne vais pas pouvoir approfondir et voir toutes les divergences, mais j'ai sélectionné certaines qui sont pour moi importantes. Ce qui va entraîner des défis liés à la transition pour une ETI. Et on va voir ensemble quels pourraient être les atouts de la solution Talentia CPM pour mettre en place ces normes IFRS. Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Alors, en introduction, je voulais revenir sur la définition d'un certain nombre de termes en partant des normes IFRS. Donc, cet acronyme désigne le référentiel comptable qui s'appelle référentiel international, qui du coup est appliqué non seulement en France, mais également dans la plupart des pays. Il y a très peu de pays maintenant qui n'appliquent pas ce référentiel. Donc, si on va voir sur le site de l'IASB, on verra après ce que ça signifie. Eh bien, plus de 140 pays appliquent ce référentiel. Donc, c'est vraiment un référentiel international. Donc, qui est établi par un organisme privé. Donc, cet organisme privé a un certain nombre d'organes, dont l'IASB, qui développe le référentiel et qui dialogue avec les différents pays. Donc, qui dialogue notamment avec le régulateur en France. Et il y a également un comité d'interprétation des normes IFRS, mais il y a également des fondateurs qui vont chercher des fonds puisque c'est un organisme privé. Donc, c'est pour les entités, bien sûr, à but lucratif. Et l'objectif est de fournir la représentation la plus fidèle dans les états financiers d'une entité. Alors, je vous ai mis le sigle pour tout ce qui concerne les états financiers, donc accounting, mais vous n'êtes pas sûrement sans savoir que l'IASB travaille également sur un reporting lié à la durabilité qui devrait être également obligatoire pour les groupes qui optent ou qui sont dans l'obligation de prendre ce référentiel. Alors ensuite, vous avez l'autorité des normes comptables, ou l'ANC, qui est donc l'organisme français de normalisation comptable et qui va élaborer des règlements, écrire des avis pour l'application et l'établissement de comptes d'états financiers pour un certain nombre de groupes. Mais l'ANC intervient également pour
dialoguer avec l'IASB, par exemple, ou établit des avis ou des recommandations pour pouvoir appliquer le référentiel IFRS en particulier. Donc maintenant, à quel groupe État financier s'adresse le référentiel IFRS en France? Eh bien, c'est obligatoire pour l'établissement des états financiers consolidés des groupes cotés et des groupes cotés sur un marché réglementé. Et ça, c'est une obligation qui a été apportée par l'Union européenne dès 2001 avec une application au 1er janvier 2005 dans un but d'harmonisation et de meilleure lecture, meilleure comparabilité des états financiers qui étaient publiés par tous les groupes cotés membres de l'Union européenne. Ensuite, chaque État membre avait le choix pour l'établissement des états financiers consolidés des groupes non cotés ou cotés sur un marché régulé. Donc la France a décidé de proposer en option pour ces groupes d'utiliser le référentiel IFRS. Donc actuellement, ces derniers ont le choix entre le référentiel ANC 2020-01, qui est donc applicable depuis le 1er janvier 2021 et qui remplace, entre autres, le CRC 99-02, ou d'opter pour le référentiel IFRS. Donc c'est ce que nous allons voir, pourquoi un groupe qui n'est pas obligé d'opter pour le référentiel IFRS va-t-il le faire plutôt que de rester et d'appliquer le référentiel français. Par contre, il est interdit en France, ce n'est pas le cas pour d'autres États membres, pour d'autres pays, d'utiliser le référentiel IFRS pour l'établissement des comptes sociaux. Donc on reste dans l'utilisation du plan de compte général. Et la raison est évoquée, c'est d'avoir les comptes sociaux qui permettent de calculer le résultat fiscal et de calculer la charge d'IS. Et du coup, il y aurait trop de divergences entre le référentiel IFRS et donc les comptes sociaux et le résultat fiscal. Donc en France, on ne peut pas appliquer ce référentiel pour les comptes sociaux. Donc après avoir fait ce petit préambule, quelles sont les opportunités pour une ETI d'opter pour le référentiel IFRS? Donc, l'information financière qui est élaborée selon le référentiel IFRS se veut plus transparente, plus cohérente. Donc, ça va donner une meilleure image, donc ça va améliorer la qualité des rapports financiers pour les utilisateurs. Et c'est des états financiers qui sont largement compris par tous les investisseurs, notamment étrangers. Donc, ça permet un accès à un plus large socle d'investisseurs, mais les établissements financiers, donc les banques, ont aussi une meilleure lecture des états financiers. Donc, ça peut permettre également pour une ETI, du coup, d'accéder à des conditions d'emprunt plus favorables, à un large socle d'investisseurs et du coup, d'obtenir des investissements plus facilement quand ils optent pour ce référentiel. Ça va leur permettre également d'améliorer la comparabilité avec d'autres groupes, puisque cette information se définit comme un langage comptable unifié. Donc, les entreprises vont pouvoir communiquer leurs performances financières en utilisant le même langage. Donc, c'est plutôt avantageux et ça va permettre non seulement aux investisseurs, mais aux autres parties prenantes, aux autres lecteurs, d'avoir une meilleure lecture de cette performance. Et donc, ça va permettre une prise de décision améliorée et là aussi, une allocation plus efficace des ressources. Donc, une ETI a tout intérêt à opter pour le référentiel IFRS dans sa quête de nouveaux investisseurs ou d'emprunts auprès d'établissements financiers. Maintenant, il faut bien sûr connaître les principales divergences entre ce référentiel IFRS et le référentiel français avant de s'engager. Donc, une des particularités que l'on ne va pas retrouver dans le référentiel français, c'est le fait que ce référentiel, il va être composé d'un cadre conceptuel, de normes et d'interprétations. Je l'ai mis ici au niveau de cette pyramide.
Donc, vous avez un cadre conceptuel qui va donner les objectifs de l'information financière selon ce référentiel, qui va permettre à l'IASB, donc aux régulateurs, d'écrire de nouvelles normes. Mais il va permettre également aux préparateurs des états financiers de savoir comment appliquer ce référentiel, et également aux lecteurs des états financiers en IFRS de savoir aussi comment interpréter un certain nombre d'éléments établis selon ce référentiel. Mais donc, dans ce cadre conceptuel, vous allez avoir également les qualités qui sont attendues. Vous allez avoir une définition d'un certain nombre d'éléments comme qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif. Également les méthodes de valorisation. Mais une norme va toujours l'emporter sur le cadre conceptuel. Donc, il y a quelques années, la juste valeur était définie dans le cadre conceptuel. Mais après la crise de 2007, une norme IFRS 13 a été élaborée et d'application obligatoire et définit la juste valeur. Donc, c'est cette norme IFRS 13 qui l'emporte sur la définition qu'il y avait préalablement dans le cadre conceptuel. Donc, si on regarde un petit peu les divergences avec les normes françaises, donc il n'y a pas ce cadre conceptuel. Par contre, il y a des principes également qui peuvent être trouvés dans le Code de commerce. Donc, un des principes fondamentaux dans le référentiel français, c'est le principe de prudence. Donc, vous l'avez également au niveau du référentiel FRS, mais c'est plutôt le principe de neutralité qui est mis en avant, à savoir que les normes IFRS ne doivent pas favoriser une information particulière, mais plutôt rester impartiales. Donc, on va retrouver dans certains cas le principe de prudence, mais on peut également avoir le principe de juste valeur pour certains actifs qui va être utilisé. Vous avez, au niveau des normes IFRS, le principe de prédominance de la substance sur l'apparence. Donc, on a ce principe n'est pas prévu dans les comptes individuels, mais peut l'être dans les comptes consolidés. C'est le cas, par exemple, de l'activation des contrats de location. Donc là, on a bien la substance, donc le fait que la société utilise ce bien sur l'apparence, à savoir sur l'aspect juridique. Donc, on va pouvoir inscrire ce contrat dans les comptes à l'actif. Ensuite, on a une base d'évaluation en normes françaises qui est au coût historique, sauf dans le cas de regroupement d'entreprises où on va pouvoir comptabiliser les écarts d'évaluation. Donc, pour certains éléments à la valeur de marché, la juste valeur. C'est en IFRS beaucoup plus large. Donc, vous allez pouvoir retenir bien entendu le coût historique pour un certain nombre d'éléments, mais on va pouvoir également évaluer à la juste valeur d'autres éléments. Donc ça, c'est une particularité assez sensible au niveau du référentiel IFRS. Donc ensuite, si je prends les principales divergences, j'ai commencé par la définition du périmètre. Donc là, on a deux normes à considérer. La norme IFRS 10 qui va définir un modèle unique, qui va donner une définition unique du contrôle, à savoir avoir un pouvoir sur les activités pertinentes d'une entité, être exposé à des rendements variables, donc ça veut dire si j'investis, est-ce que je vais avoir droit par exemple à des dividendes, et est-ce que du fait de mon pouvoir, je vais pouvoir agir sur ces rendements. Donc on n'a pas du tout cette approche au niveau du règlement français. On va avoir le contrôle exclusif qui se définit comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité afin d'en tirer des avantages. On ne va pas prendre en compte les mêmes éléments pour définir ce contrôle. Donc, on va avoir un contrôle de fait qui ne va pas être appréhendé de la même manière et l'appréciation des sociétés ad hoc qui ne va pas l'être également. Donc, vous pouvez avoir une modification sur ces éléments de contrôle de fait et d'entité ad hoc différentes entre le référentiel français et le référentiel IFRS. Une autre norme qui est importante, c'est la norme IFRS 11 qui définit le partenariat. Et donc, vous avez deux types de partenariats qui sont définis dans cette norme. L'éco-entreprise, où il s'agit d'un partenariat avec des droits sur un actif net. Et la particularité,
c'est que ces coentreprises vont être intégrées par la méthode de la mise en équivalence, alors que les activités détenues conjointement, où là vous avez un partenariat avec des droits sur les actifs, mais aussi des obligations au titre des passifs, où on va retenir l'intégration proportionnelle. Alors qu'en norme française, on n'a qu'un seul type de partenariat et on a une seule méthode d'intégration qui est l'intégration proportionnelle. Donc là aussi, au niveau du périmètre, si vous avez des partenariats qui vont être définis comme une coentreprise, eh bien vous allez avoir une modification de la méthode d'intégration, passer de l'intégration proportionnelle à la mise en équivalence, et cela peut avoir des impacts assez significatifs sur vos comptes, notamment sur le chiffre d'affaires, puisque les sociétés intégrées proportionnellement apporter une quote-part de chiffre d'affaires, alors que si elles deviennent des co-entreprises, eh bien, vous n'aurez qu'une quote-part du résultat mis en équivalence de votre résultat. Donc, c'est pour ça que des groupes comme Orange, par exemple, ont remonté la quote-part des sociétés mises en équivalence, donc des co-entreprises, au niveau du résultat opérationnel et n'ont pas laissé en bas du compte de résultat, ce qui est possible au niveau de la norme. Alors ensuite, une modification importante, c'est au niveau de l'appréciation des regroupements d'entreprises et notamment du calcul de l'écart d'acquisition, du goodwill. Donc c'est géré par la norme IFRS 3 révisée. Et là, vous avez une différence assez marquée puisque le calcul va porter sur l'ensemble de l'acquisition. Donc non seulement sur la part groupe, mais également sur la part des minoritaires. Donc, vous allez avoir un prix payé, donc on parle de contrepartie transférée par le groupe, mais on va également identifier, calculer la contrepartie donc payée par les minoritaires, qu'on appelle participation ne conférant pas le contrôle, et on va y soustraire 100% des actifs et des passifs identifiables. Et en fonction de la manière dont on va calculer la contrepartie transférée par les participations ne conférant pas le contrôle, on va obtenir soit un goodwill complet, soit un goodwill partiel. Et donc ça, nous ne l'avons pas au niveau du référentiel français puisqu'on ne calcule que la part du groupe. Donc vous pouvez avoir, si vous optez pour le goodwill complet, un montant de l'écart d'acquisition qui est beaucoup plus important et ça va avoir un impact sur la taille du bilan puisqu'on va avoir un écart plus important. Alors au niveau des capitaux propres, vous aurez toujours le même impact au niveau des réserves consolidées et vous aurez des réserves minoritaires qui seront plus importantes puisque cela correspondra au goodwill constaté par les minoritaires. Au niveau du prix payé, les frais liés à l'acquisition restent en charge en IFRS alors qu'elles sont intégrées au niveau du prix payé net de l'économie d'impôt au niveau du référentiel français. Au niveau des écarts d'évaluation, on calcule un impôt différé sur tous ces écarts en norme IFRS, ce qui n'est pas le cas au niveau du référentiel français, notamment pour une marque, donc un actif incorporel qui ne serait pas cessible indépendamment de la filiale. Et ensuite, au niveau de l'amortissement, on ne peut pas amortir le goodwill en norme IFRS, donc il faut réaliser un test de dépréciation, tout au moins une fois par exercice. Et si le goodwill doit être déprécié, il ne pourra pas être repris. Alors qu'en norme française, depuis la directive unique européenne, on a à définir une durée de vie. Si cette durée de vie est définie, on amortit le goodwill, sinon il est déprécié. Et vous allez également avoir au niveau du goodwill négatif, qu'on peut appeler aussi badwill, une reprise immédiate en résultat au niveau du référentiel IFRS, alors qu'au niveau du référentiel français, on peut soit le reprendre immédiatement, soit l'inscrire en provision. Au niveau de l'état de la situation financière, donc au niveau du bilan. Donc là, j'ai repris là également ce qui me paraissait le plus important. Donc pour les IMO corporels, on va avoir une approche par composant et vous allez devoir constituer un composant pour les révisions. Alors qu'en norme française, ces dépenses de gros entretiens soit comptabilisées aussi sous forme de composants, mais on peut faire également sous forme de provision. Par contre, vous allez avoir deux modèles pour les évaluations ultérieures. Soit le modèle du coût qu'on connaît,
à savoir le coût historique, et ensuite on amortit, on déprécie. Mais vous pouvez également prendre le modèle de la réévaluation. Donc, vous allez pouvoir réévaluer si, bien sûr, vous pouvez évaluer de façon fiable, c'est à la juste valeur, vos immobilisations corporelles, et ensuite les amortir et les déprécier. Ce qui est assez lourd à suivre, puisque à chaque fois qu'on va réévaluer, on va modifier la base amortissable. Donc ça, c'est peu utilisé en Europe continentale, mais malgré tout, c'est possible. Alors qu'en norme française, il est très peu, on peut éventuellement faire de la réévaluation, mais pas de façon isolée. Et du coup, ça doit concerner toutes les IMO corporelles et financières. Alors ensuite, un élément assez intéressant, ce sont les immeubles de placement qui est traité par l'IS 40. Donc, comme vous pouvez remarquer, à chaque fois, j'ai mis le numéro de norme, puisque quand on applique le référentiel, on doit appliquer l'ensemble du référentiel IFRS et raisonner avec la référence à chacune des normes. Donc, qu'est-ce que un immeuble de placement? Eh bien, c'est un bien immobilier qui va être acquis afin d'en retirer des revenus. Donc là aussi, vous allez devoir isoler sur une ligne particulière dans le bilan ces immeubles qui ont été acquis afin d'en retenir des revenus. Et ça va être le cas aussi au compte de résultat. Il va falloir que vous donniez les produits liés à ces immeubles de placement. Cela va aussi avoir un impact au niveau de l'évaluation, puisque vous allez avoir la méthode à la juste valeur par le résultat, alors que au niveau des évaluations des IMO corporels à la juste valeur, ça passe par les réserves, on y viendra tout à l'heure, par les autres éléments du résultat global. Alors qu'au niveau des immeubles de placement, on va pouvoir réévaluer en passant par le résultat. Donc, il n'y a pas d'équivalent au niveau du référentiel français. Alors, pas d'équivalent en termes de classement et en termes d'évaluation, puisque vous allez pouvoir en avoir, mais ils vont être dans les natures d'immobilisation et on sera dans le modèle du coût. Alors, au niveau des immeubles de placement, on peut aussi garder le modèle du coût. Mais généralement, on va appliquer le modèle à la juste valeur par le résultat. Ensuite, au niveau des dépréciations, c'est l'IS 36. Donc, vous allez avoir une dépréciation au niveau de chaque actif, mais si vous ne pouvez pas identifier l'actif qui va générer des flux de trésorerie, vous allez pouvoir regrouper des actifs au sein d'unités génératrices de trésorerie, donc UGT. C'est d'ailleurs le cas pour la dépréciation du goodwill. Le goodwill n'est pas déprécié en tant que tel, il est ajouté à une unité génératrice de trésorerie et du coup, il va être testé dans ce cadre. Et si un indice de perte de valeur fait qu'on va avoir une dépréciation à passer, eh bien, c'est le goodwill qui va être déprécié en premier lieu. Alors, en norme française, on n'a pas cette notion du GT. Ensuite, une norme très impactante à mon sens, c'est la norme IFRS 16, donc qui a remplacé la norme IAS 17, où vous allez avoir tous les biens loués, que ce soit des biens qui entrent dans un contrat de location simple ou dans un contrat de location financière, doivent être inscrits à l'actif pour application du principe de substance over form. Donc, l'approche juridique n'est pas retenue, contrairement à ce qu'on a au niveau du PCG, puisque le bien n'appartenant pas à la société, eh bien, ne peut être inscrit à l'actif. Seule la redevance doit être inscrite en charge. Par contre, au niveau des comptes consolidés, si on suit le règlement ANC 2020-01, eh bien là, vous allez avoir le bien loué via un contrat de location financière qui va être, lui, considéré comme un bien à inscrire à l'actif. Mais du coup, la divergence, c'est qu'on va traiter tous les contrats au niveau du référentiel IFRS, sauf les contrats de service. Donc, il va falloir faire la distinction entre contrat de location et contrat de service. Et pour les contrats de location, si c'est un contrat à faible durée, moins d'un an ou faible valeur inférieure à 505 000 $, eh bien, on pourra ne pas l'inscrire à l'actif. Et ensuite, vous allez avoir un modèle de comptabilisation unique avec
le calcul de la dette locative, donc c'est la somme de toutes les redevances actualisées, qui ensuite permettra le calcul du droit d'utilisation, qui sera cette dette plus la première redevance qui pourrait être payée au moment de la mise à disposition du bien, plus les coûts directs. Et ensuite, on va avoir l'amortissement du droit d'utilisation et ensuite, on va rembourser la dette et les charges d'intérêt. Autre divergence, c'est au niveau des actifs et des passifs financiers. Donc, c'est l'IFRS 9 qui, entre autres, permet ce classement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que vous allez avoir l'acquisition d'un actif financier ou l'émission d'un passif, il va falloir le classer en fonction de l'intention de gestion de l'entreprise. Et donc ça, c'est un fait très important. C'est-à-dire que comme les IFRS veulent une transparence, la meilleure représentation de l'entreprise, eh bien, on va chercher à connaître l'intention de l'entreprise quant à l'acquisition de certains éléments ou on verra après pour l'information sectorielle comment ils apprécient certains éléments. Donc, on a à prendre 2 critères pour classer ces éléments. Le business model, donc comment l'entité gère ses instruments financiers. Est-ce que elle les acquiert et elle va les conserver durant toute la vie, ou c'est dans un but de spéculation, ou est-ce qu'ils sont disponibles à la vente. Et ensuite, quelles sont les caractéristiques contractuelles attendues des flux de trésorerie suite à l'acquisition de cet actif. Donc, est-ce que c'est des flux contractualisés ou il n'y a pas de flux de trésorerie. Et cela va avoir un impact sur le classement et sur la valorisation. Donc, on va retrouver 2 voire 3 si du coup on regarde où sont comptabilisés les écarts d'évaluation. Donc, on va avoir au coût amorti avec une variation en capitaux propres, juste valeur par le résultat ou juste valeur par les capitaux propres. Donc, au niveau du contenu des états financiers, un jeu complet en IFRS, c'est quoi? C'est un bilan, état de la situation financière. C'est un état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Donc, on parle de OCI, Other Comprehensive Income. Donc, ça, c'est particulier, donc j'y reviendrai. Présenté dans un seul état ou sur 2 pages, un état de variation des capitaux propres, un état des flux de trésorerie et des notes qui sont assez volumineuses, qui doivent reprendre les méthodes comptables, donner des informations comparatives et sont plus développées que le référentiel français. Donc, au niveau de la présentation du bilan, la présentation doit se faire selon la classification courant, non courant. Donc, courant, c'est tout ce qui est actif qui vont être vendus, cédés ou consommés selon, dans le cycle d'exploitation de l'entreprise ou à moins d'1 an. Alors que selon le référentiel français, c'est présenté par liquidité. Au niveau du résultat net, en France, on n'a que le résultat net, on n'a pas d'équivalent du résultat global. Alors qu'au niveau de l'IFRS, on va avoir ce résultat net plus les éléments qui pourraient avoir une variation au niveau du bilan, mais qui ne vont pas avoir d'impact au niveau du résultat, qui vont avoir un impact au niveau des réserves. Ces fameuses Other Comprehensive Income, c'est autre élément du résultat global. On peut avoir un classement des charges soit par nature, soit par fonction. Bon, généralement, c'est plus par fonction, mais on peut laisser des charges par nature et on a une absence de résultats exceptionnels. Au niveau de l'état des flux, bon, il y a peu de divergences, sauf peut-être des divergences de classement au niveau des dividendes, au niveau des impôts, mais on va avoir aussi l'approche directe ou indirecte pour la trésorerie générée au niveau de l'activité. Et ensuite, vous allez également avoir d'autres présentations à fournir, à savoir une présentation par secteur opérationnel. Donc, c'est une norme IFRS, la norme IFRS 8. Et comme je vous le disais avant, juste avant, les secteurs opérationnels doivent être les secteurs qui sont utilisés par le management pour faire aussi un suivi
des secteurs opérationnels, par exemple du chiffre d'affaires, des actifs. Et voilà, on veut la vue du manager et on veut que ce soit publié, que ce soit à disposition des lecteurs des états financiers. On a peu en information sectorielle en norme française. Et on a aussi une particularité, on doit présenter en norme IFRS les abandons d'activités. Donc, les activités qui sont en cours d'abandon ou en cours de cession. Donc, même si ce n'est pas encore acté, vous devez présenter en bas de bilan, en bas de compte de résultat et au niveau du tableau de flux de trésorerie l'impact que ces cessions d'activités et abandons d'activités vont avoir sur vos états financiers. Donc là, ça fait référence à une qualité qui est attendue, à savoir, on doit donner une information avant que celle-ci n'ait plus d'impact. Donc, il faut donner l'information le plus tôt possible pour une meilleure prise de décision. Donc, vous voyez que c'est après à mettre en œuvre assez fastidieux puisqu'il va falloir identifier sur tous vos actifs ces éléments et les mettre en bas de bilan. Alors, quels sont les défis? Donc, on l'a vu, vous allez non seulement avoir des modifications au niveau de la présentation des états, mais également au niveau de la valorisation, au niveau de la collecte des données. Donc, il va falloir prendre en compte la complexité du référentiel IFRS, de ses différences avec le référentiel français. Et donc, il faut vraiment mener cette transition comme une gestion de projet en prenant chacune des normes et en travaillant avec des groupes de travail et voir quel est l'impact sur les états financiers, sur les systèmes d'information, en amont, en aval du système de consolidation, former les équipes. Donc, par exemple, la norme IFRS 16, vous avez compris qu'il va falloir que vous travaillez peut-être avec service commercial, avec service juridique, pour savoir quelle est la liste des contrats. Est-ce que ces contrats vont être des contrats de location, des contrats de service? Est-ce qu'ils vont entrer dans le cadre de la norme? Comment on va les collecter? Comment on va les enregistrer? Et du coup, comment on va l'appliquer via une écriture dans le système de consolidation et comment ils seront retraités dans les états financiers. Ensuite, il va falloir gérer la volumétrie, sachant que la production obligatoire, c'est 2 jeux de compte, au moins, puisque vous avez une obligation de publier de façon semestrielle et annuelle, même si les comptes semestriels sont moins importants en termes de demande que les comptes annuels. Vous allez devoir gérer la collecte de données supplémentaires et vous allez, au niveau des annexes, avoir beaucoup plus d'annexes à produire. Donc, il faut l'anticiper. Justement, c'est le mot anticipation qui va être un défi, mais également une solution. Donc, il va falloir, bien entendu, anticiper le coût de cette transition. Peut-être que vous allez devoir faire appel à des experts pour appréhender les normes, pour calculer votre goodwill dans le cas d'un regroupement, pour recenser tous vos contrats, pour identifier et calculer le taux effectif dans le cas d'un actif qui serait valorisé au coût amorti. Donc, il va falloir que vous voyez également l'impact de la volatilité si jamais vous avez recours à la juste valeur, pour pouvoir l'expliquer. Et ensuite, il va falloir anticiper l'évolution réglementaire, puisque ce référentiel IFRS, il n'est pas statique. Il évolue régulièrement. Donc, depuis 2001, avant 2001, c'était les normes IAS. Depuis 2001, ce sont les normes IFRS. Donc, on a un petit peu élargi le champ d'application et on en est déjà à la norme IFRS 17. Donc, vous avez continuellement une évolution réglementaire. Donc, vous devez continuellement vous tenir au courant. Et il y a également des évolutions techniques. Je ne sais pas si vous le savez, mais les groupes cotés qui établissent selon le référentiel IFRS doivent produire leur rapport non plus sous format PDF,
comme on a l'habitude de le faire, mais sous format ESEF. Donc, c'est un format électronique qui est imposé par l'ESMA, le régulateur européen. Et donc, ce format de restitution, il va obliger les groupes à utiliser un dictionnaire financier qu'on appelle taxonomie. Et du coup, chaque ligne des états financiers vont être associés à ce dictionnaire. Et du coup, vous allez avoir et ce mapping et la génération sous un format XHTML pour répondre à l'obligation ESEF. Et ensuite, vous allez également avoir, comme je l'ai dit, un reporting ESG qui va également être associé aux productions des comptes financiers au format IFRS. Donc, il faut se tenir là aussi au courant et prendre en compte, anticiper l'évolution technique, l'impact que cela aura sur vos systèmes d'information. Alors, quels sont les atouts de la solution CPM? Donc, notre logiciel, depuis très longtemps, propose un paramétrage multi-référentiel. Donc, je dis double, puisque vous allez avoir un modèle français et un modèle IFRS au niveau du plan de compte. Mais vos classeurs de collecte seront aussi soit en norme locale, soit en norme IFRS, ainsi que les états de restitution. Donc, si je vous montre, eh bien, on va avoir un plan de compte de consolidation unique, mais je vais pouvoir le représenter soit sous format IFRS. Donc là, on le voit, on a une notion d'actifs courants, d'actifs non courants, mais je vais retrouver les éléments comme les stocks, ou au format ANC 2020-01. Donc, autant de hiérarchie que de besoins. Ensuite, tous les classeurs vont être soit au format local, soit au format IFRS. Ce qui veut dire que même si vous êtes si vous appliquez le référentiel IFRS, vous allez bien évidemment utiliser le format de restitution au format IFRS, mais vous allez pouvoir continuer à collecter sous le format peut-être local, donc le format français, ce qui va vous permettre de plus facilement valider les liasses, établir l'état de flux de trésorerie en local, le tableau de preuve d'impôt en local, et c'est seulement au niveau des états de restitution qu'on sera au format IFRS. Ensuite, vous allez avoir dans le référentiel des états préparatoires à vos écritures de pré-consolidation avec des états dédiés didactiques. Et vous allez aussi avoir un module dédié qui va vous permettre de gérer les contrats de location et appliquer la norme IFRS 16. Donc, vous avez ici le sommaire des normes que nous traitons et qui vont permettre de préparer les écritures de pré-consolidation en norme IFRS, puisqu'on va en avoir beaucoup plus que lorsqu'on passe du PCG à la norme ANC 2020-01. Donc, j'ai ici donné l'exemple de la norme IAS 40. Donc, vous voyez que vous allez avoir un état qui va vous permettre de faire un reclassement. Alors là, je l'ai mis sur les IMO corporels parce que c'était plus facile de vous le montrer, mais on va l'avoir également plus particulièrement sur les IMO corporels. Donc, elle est la part que j'ai en social et que je veux reclasser en immeuble de placement. Et ici, vous allez avoir une explication en français, en anglais, du principe de la norme et de ce que va faire la norme, quel schéma il va déclencher. Et du coup, vous avez une anticipation et une manière didactique de vous aider à préparer les écritures de pré-consolidation. Vous allez également avoir un module qui va vous permettre de gérer les contrats, donc de saisir toutes les caractéristiques de vos contrats, de générer automatiquement le tableau d'amortissement de la dette, le calcul du droit d'utilisation, et ensuite le passage automatique de l'écriture de consolidation qui va entraîner après un calcul d'impôt différé de minoritaire, donc qui va entrer dans le calcul classique. Vous allez également pouvoir faire des comparaisons, établir des proformas, puisque là aussi, on va avoir au niveau des écritures, des jeux d'écriture par référentiel. Et également au niveau du périmètre,
la possibilité de voir si une société peut être intégrée selon le référentiel français mais ne l'est plus en IFRS ou inversement, ou changer la méthode d'intégration. Donc, vous avez des journaux. Dans les journaux, vous allez avoir, vous avez des jeux d'écriture ces jeux incluent des journaux et du coup, je peux avoir un journal de préconsolidation norme française et un jeu d'écriture IFRS, mais après, mes écritures de consolidation vont être les mêmes. Et je vais pouvoir également, dans chaque traitement, sélectionner des événements qui font la vie du périmètre. Et du coup, comme je vous disais, je peux retirer ou ajouter des sociétés ou jouer sur la méthode d'intégration. Vous allez aussi avoir des états de restitution et d'analyse. Donc, je vais les faire défiler. Donc, vous allez avoir des états de passage du social au consolidé avec toutes les écritures qui ont pu avoir un impact pendant le traitement de consolidation. Donc, vous allez pouvoir avoir l'impact de la comptabilisation des immeubles de placement, l'activation des contrats de location, donc toutes les écritures qu'on a pu voir en amont. Vous allez pouvoir avoir des états de restitution comparatifs. Alors, du coup, là, norme française, norme IFRS. Donc là, c'est sur l'impact en termes de valorisation, puisqu'on a compris que la présentation était différente, mais on peut voir du coup quel est l'impact au niveau du pied de bilan. Donc, généralement, le pied de bilan en IFRS est plus élevé qu'en norme française. Du coup, quel élément a subi une différence de valorisation? Vous allez également avoir la possibilité de générer dans Word ou dans PowerPoint des annexes et du coup d'avoir une automatisation de vos rapports et du coup une facilité, un gain de temps. Vous allez pouvoir également mettre en place toute l'analyse sectorielle. Donc là, ici, je l'ai fait par ventilation seulement du chiffre d'affaires, mais vous allez avoir une ventilation de tous les éléments du bilan. Vous pouvez aussi avoir une approche par entité. Si jamais une entité est rattachée à un seul secteur, on a une notion d'attribut. Et vous allez également avoir dans l'outil, alors même si en tant que TI, vous allez opter de façon volontaire pour le référentiel IFRS, pour le moment, vous n'avez pas à publier sous le format ESEF, mais vous avez, si la réglementation évolue, ce qui est possible, la possibilité de générer, de mapper vos états primaires, mais également vos notes, et de générer automatiquement le format de restitution. Alors, en conclusion, pour que le passage et la transition soit un succès, il va falloir que vous anticipiez et le considérez comme une opportunité pour vous, pour avoir une meilleure transparence, lecture de vos états financiers qui vont intéresser les investisseurs et du coup, pour pouvoir répondre à vos besoins de croissance. Vous allez pouvoir vous comparer plus facilement à d'autres groupes et vous allez prendre de l'avance sur les évolutions réglementaires qui pourraient être obligatoires dans les prochaines années pour une ETI. Alors, j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais aller voir dans la conversation. Alors, les réévaluations doivent se faire sur l'ensemble des IMO. Alors non, c'est pas sur l'ensemble des IMO. Ça va être du coup en fonction de la nature de l'IMO, puisque on va traiter différemment les IMO corporels des immeubles, enfin des immeubles de placement par exemple. Donc c'est pas, ça dépend vraiment des immobilisations. Un secteur opérationnel, petit trait, un découpage France international, oui, si c'est ce que vous utilisez au niveau de votre reporting interne.
Donc, si au niveau de votre reporting, alors, c'est pas aussi simple, puisque après, vous allez devoir quand même identifier des poids des secteurs par rapport, par exemple, à votre total de chiffre d'affaires. Donc, il y a des seuils de 10%. Mais si en l'occurrence, vous travaillez, vous, au niveau de votre reporting interne entre France et international, ça pourrait être les secteurs qui sont retenus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Bon, j'ai pris vraiment les 45 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Est-ce que Anne-Sophie, Anaïs, j'ai pu répondre à votre question, à vos questions? Alors, plus précisément, l'impact de la juste valeur. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'impact de la juste valeur? Si je prends un exemple simple, si pour les IMO corporels, vous avez opté pour le modèle de la réévaluation, vous allez pouvoir réévaluer la valeur brute de l'immobilisation corporelle que vous avez initialement comptabilisée au moment de son acquisition. Mais quand vous allez réévaluer à la juste valeur, comme il s'agit d'une IMO corporelle, l'impact va se faire au niveau non pas d'un produit, mais d'un compte de réserve, d'un compte d'autres éléments du résultat global. Alors que si vous appliquez la méthode de la juste valeur pour les immeubles de placement, vous allez réévaluer la valeur de votre immeuble de placement en contrepartie produit, donc en contrepartie résultat net. Donc en fonction du type d'IMO et de la norme que vous appliquez, eh bien l'impact de la juste valeur va être soit au niveau du résultat net, soit au niveau des autres éléments du résultat global. Est-ce que c'est clair, Anne-Sophie? Alors, en attendant, je vais... Donc, en France, oui, on a la possibilité de faire une réévaluation libre, mais c'est pour toutes les IMO. Alors qu'en norme IFRS, vous voyez, en fonction de la nature de l'IMO, donc IMO corporel, immeuble de placement, IMO financière, et dans les actifs financiers, donc on ne parle pas vraiment d'IMO financière, on parle d'actifs financiers, vous allez avoir plusieurs méthodes de réévaluation, donc des méthodes de réévaluation à la juste valeur, qui ne vont pas avoir forcément un impact seulement au niveau du résultat net, mais qui peuvent aussi avoir un impact au niveau des réserves, donc des autres éléments du résultat global. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Alors, oui, réévaluation de l'IMO corporel, exactement. Vous repartez sur une nouvelle base amortissable. Donc, il va falloir ajuster le calcul de vos amortissements ensuite. Donc, c'est pour ça qu'en France et en Europe continentale, on ne l'utilise pas trop pour les IMO corporels parce que ça a un impact sur le calcul des amortissements. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à celles que vous m'avez posées? Donc, je vois que la juste valeur, c'est un élément voilà, qui est complexe et du coup qu'il faut anticiper. Et c'est pour ça hein, que généralement, on fait appel à des experts. Ça peut être voilà, vos commissaires aux comptes. Les cabinets ont des experts qui vont vous permettre de voir comment évaluer, quelle méthode est préférable d'appliquer, juste valeur ou c'est un modèle du coût, quel impact cela va avoir du coup sur vos états financiers, sur vos capitaux propres, sur votre résultat net. Est-ce que vous avez d'autres questions?
on a un petit peu dépassé, mais est-ce que du coup on peut considérer que j'ai répondu à toutes vos questions et qu'on peut fermer ce webinaire, que vous pourrez bien entendu revoir, que vous pouvez télécharger, mais je crois que Sabine vous l'a bien indiqué. Et si jamais vous voulez une démonstration plus aboutie de notre outil, si vous avez des questions voilà, techniques, on sera ravis de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Je pense que on va mettre fin à ce webinaire et je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci Valérie, c'était très clair apparemment. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Bonne journée à tous.